Robert De Niro is Al Capone. Kevin Costner is Elliot Ness. Sean Connery is Jimmy Malone. The Untouchables. Bonjour et bienvenue dans Kinopod, le podcast grand écran. En direct de Paris, je suis votre hôte, Elliot Weber, le podcasteur qu'il est impossible de corrompre. Et mes agents fédéraux sont... Laurent Vachaud, au nom du podcast, je vous arrête. Philippe Sedbon. Freeze, mother... Beep. Il s'est censuré lui-même. Et aujourd'hui, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les incorruptibles sans jamais oser le demander. Ravi de vous retrouver, mes cinébuddies, pour ouvrir notre enquête et partir à la poursuite d'Al Capone dans Les Incorruptibles, 1987, réalisé par Brian De Palma. 1987, année dominée au box-office par Crocodile Dundee, That's Not a Knife, That's a Knife. Et Le Dernier Empereur. Cette année voit également naître Michael B. Jordan et Miles Teller, et s'éteindre Rita Hayworth et Fred Astaire. Partis faire un pas de danse dans les étoiles, et Lino Ventura et Lee Marvin au paradis des badass et des tough guys. À propos de tough guy, Philippe, mon cinébuddy, mon fils, mon frère, nous résume le film en quelques mots, le fameux pitch, comme si nous étions un gros producteur belge une fois, dans un ascenseur entre deux étages. Les Incorruptibles, tout le monde sait que d'abord c'est une série télé des années 50 et 60. Et le nouveau Incorruptible, c'est l'histoire d'Elliot Ness, qui est un agent du Trésor américain, qui monte une équipe pour coincer l'immonde Al Capone, qui profite de la prohibition pour se faire une fortune, et dominer Chicago et assassiner à peu près tout le monde. Donc c'est cette histoire qui est plus proche du western que du film de gangster dont on va parler aujourd'hui. Bravo, mon agent très spécial. Et maintenant, c'est au tour de Laurent, mon autre cinébuddy, mon autre fils, mon autre frère, de nous raconter la genèse du film d'un homme qu'il connaît bien, car il a coécrit le livre de référence sur lui, Brian De Palma, et l'a côtoyé pendant plusieurs années. Alors, c'est un film qui, en fait, a été initié par un producteur, comme souvent à Hollywood. C'est pas un projet de Palma. C'est un type qui s'appelle Art Linson, qui est un producteur qui a fait des films qu'on connaît, qui a même participé à Fight Club plus tard, qui est un producteur hollywoodien, qui développait ce projet d'adaptation et qui voulait à tout prix que David Mamet écrive le scénario. Donc c'est en fait Art Linson qui a passé des mois à convaincre Mamet, qui ne voulait pas le faire au départ. Et il lui a quand même, je crois, payé quand même une très très grosse somme pour qu'il l'écrive. Et c'est une fois qu'ils ont eu le scénario de Mamet que les choses se sont mises en place. Donc il y a d'autres metteurs en scène qui avaient été envisagés avant Brian De Palma. Et en fait, De Palma a accepté ça parce qu'il était un peu dans une période où il avait, comme souvent dans sa carrière, eu des échecs. Il venait de sortir un film qui était assez désastreux, qui s'appelait Wise Guys, une comédie moi que j'ai jamais aimée, mais qui avait surtout pas marché du tout. Et il était, je crois, en train de faire... c'était lui qui devait faire Fatal Attraction. Fatal Attraction. Et il s'est désisté quelques semaines. Parce que moi, je me souviens, j'avais parlé à la productrice une fois qui nous avait dit qu'il les avait lâchés quelques semaines avant le début du tournage parce qu'il ne voulait pas lâcher. Il n'aimait pas Michael Douglas dans le rôle. Enfin, il trouvait que ce n'était pas du tout une bonne idée. Ouais. Et il voulait un autre acteur. Alors, je ne sais pas pourquoi. Il n'a jamais vraiment dit pourquoi. Il n'y avait pas pourtant de contentieux entre eux spécial. Il voulait John Goodman. Il voulait, je ne sais pas qui il voulait, mais enfin, il ne voulait pas Michael Douglas. Et comme la productrice, en fait, Michael Douglas faisait partie du package depuis le début, elle ne se voyait pas dire à Michael Douglas, t'es out. Donc, en fait, il est parti faire Les Incorruptibles à la place, parce que c'était pour le même studio aussi, Paramount. Ouais. Et il était très copain à l'époque avec la patronne de Paramount qui s'appelait Dawn Steele. Ouais. Et donc, il est arrivé donc sur Les Incorruptibles. Il a lu le scénario de Mamet. Il a trouvé que c'était très bien. Moi, je pense qu'il a surtout senti que ça pouvait être un gros succès au box-office. Je ne suis pas sûr
qu'il était plus passionné que ça par l'histoire d'Al Capone et des Incorruptibles. Il avait vu, je crois, 1 ou 2 épisodes de la série télé, mais quand tu parles avec lui, tu sens vraiment que ça le passionnait pas plus que ça. Il voyait que c'était un film dans lequel il allait pouvoir faire un peu étalage de ses skills, de ses capacités à mettre en scène des séquences qu'il aime bien. Enfin, il voyait qu'il y avait dans le scénario quand même quelques grosses séquences qui pouvaient être très élaborées sur le plan visuel. Donc lui, il se détermine surtout comme ça. Hein. C'est-à-dire quand il lit un scénario, il faut qu'il repère au moins 3 séquences, une par acte en général, où il va pouvoir quand même s'amuser, c'est-à-dire faire une séquence surtout visuelle, c'est-à-dire sans dialogue, une grosse scène d'action ou une grosse scène de suspense. Donc ça, il a dû voir là-dedans qu'il y avait matière à ça. Et ils se sont mis à travailler sur le scénario, et ça a été une collaboration assez compliquée, hein, puisqu'il ne s'entendait pas du tout avec David Mamet. David Mamet était sur le point de réaliser lui-même son premier film. Il paraît qu'il était assez prétentieux. Il y a notamment eu la célèbre scène qui aujourd'hui est celle des escaliers dans la gare, hein, qui est peut-être aujourd'hui la plus connue des Incorruptibles, qui n'était pas dans le scénario en fait, et qui a été quasiment improvisée par De Palma, parce qu'à la base c'était une longue séquence dans un train où en fait les Incorruptibles montaient à bord d'un train pour essayer de coincer le comptable, et il y avait un gunfight dans le train, mais c'était très cher à réaliser, hein, puisqu'il n'y avait plus beaucoup d'argent déjà, puis ça arrivait un peu à la fin du tournage. Donc ils ont dit on peut pas tourner ça, et ils ont dit à Mamet il faut que tu nous écrives quelque chose de différent, et l'autre leur a dit allez vous faire foutre, moi voilà, j'ai pas le temps. Enfin, c'était très déplaisant il paraît, et du coup ils ont eu cette idée des escaliers comme ça dans la gare, avec le landau qui descend les marches. Ouais. Je précise que le bruit extérieur qu'on entend n'est pas un Thompson Machine Gun, mais le bruit d'une joute médiévale, car nous avons eu la mauvaise idée d'aller enregistrer juste à côté d'une kermesse médiévale. Nous sommes en Auvergne actuellement. Voilà, le seul endroit où on pouvait enregistrer. Donc ce sont des chevaliers qui s'affrontent à cheval avec des lances. Philippe, tu as vu Les Incorruptibles, la série télé? Tu avais vu celui avec Charles Bronson ou pas, non? Oui, c'est un des meilleurs épisodes. C'est vrai. Il joue un gangster gitan. C'est pas vrai. Ouais, qui voulait se venger d'Al Capone, qui voulait la peau d'Elliot Ness. Enfin, il joue un vrai méchant, quoi. Extraordinaire. Il y a beaucoup d'acteurs qui ont fait leur début dans Les Incorruptibles. Je crois qu'il y a Ryan O'Neal dans un tout petit rôle. Il y a Redford qui était excellent en trafiquant de drogue. C'est vrai, de drogue, de quel genre de drogue? Cocaïne, comme Scarface? Je crois. Ah, c'est Redford en trafiquant de drogue. Ouais, l'épisode s'appelait Snowball, je me souviens. Ah ouais. J'aimerais bien voir ça, parce que je crois que Redford a rarement fait des méchants quand même. Je sais que la volonté de Art Linson, c'était effectivement de faire quelque chose de plus sérieux que la série télé, qui était un peu plus légère au niveau du ton. Et tu parles de la série télé? Non, je parle de Art Linson quand il a voulu faire le film. Il voulait pas se baser complètement que sur la série télé avec Robert Stack, mais il voulait faire quelque chose d'un peu plus sérieux, d'où la volonté d'amener David Mamet. Après, je sais pas si c'est vraiment le résultat est plus sérieux, parce que c'est quand même complètement encore plus inventé, je crois, que la série télé, parce que tout ce qu'on voit dans Les Incorruptibles, c'est de la fiction pure. Totalement. En tout cas, dans la série, c'est pas de la fiction pure, c'est des histoires réelles, mais à part qu'ils les ont toutes attribuées à Elliot Ness. Voilà, parce que Elliot Ness aurait jamais tenu un flingue de sa vie, quoi. Ouais, apparemment, effectivement, c'était plus un homme de bureau. Ce qui nous amène sans plus tarder à Philippe, un homme dont le sens moral n'a d'égal que la rectitude, et qui nous parle plus avant du casting exceptionnel du film. Le vrai scoop, ça avait été à l'époque Kevin Costner, qui était encore peu connu, qui avait fait Silverado, je crois. Ouais. Et il avait fait Sens Unique, peut-être, juste avant. Kevin Costner, Gene Hackman, Sean Young, Will Patton, No Way Out. C'est possible, effectivement, où il faisait un méchant, spoiler alert d'ailleurs. Ouais. Et donc, ça y était mis en vedette, entouré par un casting très solide, et dont évidemment Sean Connery, qui avait obtenu l'Oscar pour ce rôle, et qui faisait un comeback à Hollywood assez impressionnant, parce que c'était à la fois un second rôle, un espèce de caméo hypertrophié, et finalement, il a piqué la vedette à peu près tout le monde. Il y avait Andy Garcia qui était en pleine ascension, il y a bien sûr Robert De Niro, qui avait lui aussi un rôle secondaire mais primordial, il jouait Al Capone, et il avait d'ailleurs remplacé Bob Hoskins, qui était prévu au départ pour faire Al Capone, et qui aurait été idéal, parce que physiquement, Bob Hoskins, il ressemble à Al Capone. Et qu'ils ont payé. Ouais. $20,000, il a appelé Brian De Palma. $200,000 carrément. Waouh. Il raconte l'histoire, il dit un jour, il y a Brian De Palma qui me demande de venir le voir, quand je vais le voir dans un bar d'hôtel, et il paraît que très cassant, je vois très bien De Palma dire ça, il dit « Je veux De Niro ». Ouais. Mais il va peut-être pas le faire. Est-ce que tu serais d'accord pour faire le deuxième choix si jamais ça marche pas? Alors tu dis bah oui, Al Capone, machin, il regarde le scénario, ça a l'air très bien et tout. Ok, bon, il
serre la main, salut. Il retourne en Angleterre, machin, et un matin, en prenant son petit déjeuner, Boskins lit le journal et voit que De Niro a pris le rôle pour faire Les Incorruptibles. Il dit, ça va être super, machin, tout ça. Et il s'aperçoit qu'il a reçu un chèque de $200 000 et que, en gros, les mecs l'ont payé comme ça alors qu'il n'avait rien signé du tout, quoi. Apparemment, il aurait téléphoné ensuite à De Palma et il lui a dit, est-ce que vous avez d'autres films que vous voulez que je fasse pas? Mais ceci dit, Bob Hoskins, il a joué quelque part Al Capone dans ce film qui s'appelait Du sang sur la Tamise. Bien sûr, que tu as vu récemment, Laurent, je crois. Formidable film. Très bien. The Long Good Friday. Qui était un Capone anglais. What should have been the greatest day of Harold's life suddenly becomes the longest. The Long Good Friday. Ouais, il est génial d'ailleurs. Mais est-ce que vous savez que, bien évidemment, Kevin Costner n'était pas le premier choix. Voilà, à l'époque, comme tu disais, il n'avait rien fait. Non, il faut dire qu'ils étaient, c'était un choix un peu curieux, ils étaient au départ John Goodman. Don Johnson. Ouais. C'était Don Johnson qui devait... c'était leur choix. Ouais. Il était à l'époque la vedette de Miami Vice. Énorme vedette. La série télé. Financièrement, je crois que c'était aussi ça tombait parce qu'ils avaient... C'était une grosse prod, mais c'était pas non plus... ils pouvaient pas se payer des... Ils ont un casting formidable, mais c'est pas des gens... c'était pas Tom Cruise, c'était pas des gens qui coûtaient des... Enfin, faut dire que Tom Cruise en 87 devait pas coûter non plus mais c'était pas, disons, les acteurs les plus chers du moment. Et ils sont allés assez loin, je crois. Je sais plus pourquoi il l'a pas fait, Don Johnson. Après, ils sont allés voir Mel Gibson. Et Mel Gibson ne voulait pas le faire. Ouais. Et en fait, ils se sont retrouvés à dire, mais merde, qui c'est qu'on va prendre? Et il se trouve que c'est Steven Spielberg qui a parlé à De Palma de Kevin Costner parce qu'il venait de le diriger dans un épisode d'une série télé, Amazing Stories. Ouais, c'est ça, ouais. Et il lui a dit, il y a ce jeune mec, je le trouve pas mal, il fait un peu Gary Cooper, machin, tu devrais l'auditionner. Donc l'autre s'est pas posé de questions, il l'a engagé tout de suite, quoi. Kevin Costner était aussi dans The Big Chill, où il faisait le cadavre. Le mort. Et il voit plus. Voilà, il avait des scènes en flashback qui ont été totalement coupées du film. J'ai lu d'autres noms qui avaient été pressentis pour le rôle de Elliot Ness. Il y a Mickey Rourke. Non, mais ça, c'est pas vrai. Jeff Bridges. Non. Je crois... Oui, mais on n'a pas parlé après. Est-ce que c'est des noms qu'ils ont lancés même avant que De Palma arrive, c'est possible, non? William Hurt. Harrison Ford. Non, mais après, ça dépend. Est-ce que c'est des gens qui ont été contactés ou est-ce que c'est des noms que tu jettes comme ça en l'air, tu vois? Michael Douglas et Steve Buscemi. Non. Non, les seuls qui sont allés voir... Moi, il m'a dit les deux avec qui il y a eu des négociations, des approches, c'est Don Johnson et Mel Gibson. Après, ils ont peut-être pensé à d'autres. Et comme tu fais quand tu discutes, comme Le Parrain, quand on dit que c'est Ryan O'Neal qui avait été envisagé pour faire Michael Corleone, moi j'avais demandé à Ryan O'Neal, il m'a dit qu'il n'avait jamais été, on lui avait jamais fait une proposition. C'est ça, mais c'est toujours les usual suspects, comme on dit à l'époque, tu as toujours les noms qui reviennent et c'est toujours les mêmes noms. Bon, le film fait de Kevin Costner une star, je crois que ça reste à ce jour, peut-être avec No Way Out, un de ses meilleurs rôles. Danse avec les loups. Danse avec les loups, il est bien aussi, mais nous, Philippe et moi, sommes très fans de la série télé Yellowstone, où il trouve toute son épaisseur. Il danse avec les loups, je crois que c'est son plus gros succès, Kevin Costner. Ouais. Mais je trouve que c'est devenu un grand acteur avec l'âge, moi. Absolument. Et là, maintenant, il est fantastique. Dans Yellowstone, c'est magnifique. Moi, j'ai pas vu Yellowstone, mais c'est jamais un acteur, moi, qui m'a... Enfin, je le trouvais toujours un peu lisse, avec l'air un peu con. Enfin, c'est un sous-Steve McQueen, je trouve. Moi aussi, mais depuis Yellowstone, j'ai révisé mon jugement et il est vachement plus intéressant. Par contre, je trouvais que c'est un metteur en scène qui était quand même plus intéressant qu'un acteur, parce qu'il y a Open Range, même quand même Danse avec les loups, mais en tout cas, la version de 3 heures, pas la version de 4 heures. Je trouve que la version de 4 heures casse le rythme du film. Ouais. Mais pour un type qui faisait un premier film, c'est quand même assez impressionnant, quand même. Philippe, on peut parler un petit peu de De Niro, qui quand même est fantastique dans le rôle d'Al Capone. Je trouve que c'est un des acteurs les plus intéressants du film, c'est Andy Garcia, lui, et bien sûr Sean Connery, dont on va parler de beaucoup aussi à la suite de l'émission. De Niro prend 1,5 million pour le rôle, apparemment. Il se fait faire, comme on sait, donc des caleçons en soie comme les portait Al Capone. C'est l'époque où De Niro a commencé à se brandoiser un peu. C'est-à-dire, tu vois, de faire des trucs, à mon avis, juste pour le pognon. Bon, il est bien, mais moi, je me dis, tiens, c'est De Niro déguisé en Al Capone. C'est vrai, et il prend du poids, donc comme d'habitude, c'est sa marque de fabrique, mais j'ai l'impression qu'au début, il est un peu plus mince et qu'il grossit au fur et à mesure du film, comme si tout d'un coup, parce qu'au début, il se voit au rush et il trouve qu'il n'est pas assez gros pour le rôle. Mais il est filmé différemment, si tu regardes bien, plus ça avance, plus il est filmé par en dessous. C'est peut-être qui lui donne un corps épais, etc. Ouais. De Palma, il nous a raconté sur le tard après, parce qu'il ne nous avait pas dit quand on l'avait interviewé la première fois, que ça s'est très mal passé avec De Niro pendant Les Incorruptibles. C'est-à-dire que De Niro, en fait, apprenait pas son texte. Ah ouais. Il n'arrivait pas préparé. Et à un moment, il lui a ruiné 2-3... Enfin, il me dit, j'ai été obligé de changer ma mise en scène parce qu'il ne connaissait pas son texte.
parce qu'en gros, j'avais prévu un grand plan séquence, et il n'arrêtait pas de se tromper tout le temps dans le texte. Et à un moment, il a fallu que je coupe le plan, parce qu'on n'y arrivait pas en une prise. Et ça, c'est uniquement parce qu'il c'est de la mauvaise volonté. Il m'avait dit il était payé une fortune et il n'avait pas pris le soin il s'en foutait complètement. Wow. Mais c'était l'époque, tu sais, t'as raison quand tu dis Brandoi, c'est l'époque où il commençait à tourner des caméos, beaucoup. C'est-à-dire Angel Heart, Brazil, tu vois, ces films-là. Mais il est assez formidable à chaque fois quand même, je trouve. Bien sûr, mais c'est vrai qu'avant, sa carrière était exemplaire, c'est-à-dire... et à partir de là, il y a une espèce de paresse qui s'installe. Il y a peut-être les divorces, parce qu'il paraît comme c'est un mec qui a des pensions alimentaires à donner assez astronomiques, parce qu'il a quand même divorcé. Mais on est quand même loin de Dirty Grandpa, ou je sais pas quoi, ou The War with Grandpa par la suite. Avec l'âge, ça a été de pire en pire, mais en tout cas, il nous avait dit que sur Les Incorruptibles, il avait été un peu choqué, parce qu'ils se connaissaient quand même tous les deux depuis, parce que c'est quand même De Palma qui a donné son premier rôle à De Niro, sur Wedding Party, et il m'a dit qu'il a été très déplaisant, pas du tout coopératif. C'est faux. Ça apparaît pas à l'image comme ça, mais que ça s'est vraiment pas bien passé. Oui, parce qu'il est formidable dans toutes ces scènes, pareil que Andy Garcia, que il est formidable. Je mets un petit bémol, il est formidable, mais dans le cabotinage. C'est-à-dire, c'est pas une interprétation très fouillée et très fine. Non, c'est sûr, mais le personnage est un peu cartoonesque sur le papier aussi. Oui, ce que n'était pas Al Capone. Tu vois, le vrai Al Capone, moi j'ai vu des documents d'époque et des machins, c'était un gorille. Il faisait peur, quoi. Là, il fait pas peur, De Niro, il est en costard. Mais c'est très caricatural, la vision d'Al Capone, quand même. Tu vois, c'est le mec, on dirait Rastapopoulos dans Tintin. C'est ça. Vois, le mec, il est dans son lit avec son gros cigare, il est le journal. C'est quand même pas... moi, quand on me parle du scénario de David Mamet, machin, je veux bien, mais c'est quand même... Alors après, De Palma a quand même été traumatisé par Star Wars. C'est-à-dire que vous connaissez tous l'histoire de la première projection où De Palma avait allumé George Lucas en disant c'est quoi ces conneries, machin. Bon. Et quand ça s'est révélé un super succès, il s'est rendu compte en fait que cette vision manichéenne du monde, les chevaliers blancs d'un côté, les méchants chevaliers noirs de l'autre, c'était ce que les gens voulaient. Et il a voulu un peu ça là-dedans. C'est-à-dire, quand Philippe parlait des westerns, c'est tout à fait juste. C'est-à-dire que, vous savez, dans les westerns, on disait Mr. White Hat et Mr. Black Hat, c'est-à-dire le gentil avait un chapeau blanc et le méchant avait un chapeau noir. Absolument. Donc il s'est dit, là je vais faire un western sans me poser trop de problèmes, avec les gentils d'un côté, les méchants de l'autre, et pas de zone de gris. Et du coup, ça donne quelque chose qui, moi, je trouve, correspond pas à sa sensibilité tellement, quoi. C'est-à-dire que lui, c'est les zones grises, justement, De Palma. Quand tu regardes dans Mission Impossible, tu vois, John Voight, c'est le méchant, en fait. Autre adaptation d'une série télé, effectivement. Là, tous les gentils sont en fait gentils. Il n'y en a pas un qui est une pute, tu vois. Il n'y en a pas un qui a un double jeu. Non. Et ça, c'est pas très De Palma. C'est vrai, tu parles de western. Il y a d'ailleurs cette espèce de shootout à la frontière canadienne, là, qui n'a jamais eu lieu dans la vie non plus. Ah bah non, mais rien n'a eu lieu. C'est comme au Quai Coral. Tout ça vous a pas échappé que le scénario est un remake des 7 mercenaires, quand même. Oui, c'est vrai. Tu as le recrutement de l'équipe. Tu as le méchant Calvera mexicain, c'est plus Eli Wallach, c'est Robert De Niro. C'est vrai. C'est un pur remake des 7 mercenaires. Andy Garcia est quand même ce qui est rigolo, c'est que je crois qu'à un moment, il voulait faire un remake des 7 mercenaires de Palma, il nous avait raconté, avec dans les cartels mexicains, avec la coke qui remplaçait... c'était un truc sur les mecs qui cultivaient la coca et tout ça. Donc, ça c'est pas abouti. Il avait eu un remake du Trésor de la Sierra Madre, parce qu'en fait, il a eu plusieurs projets de remake. C'est drôle. À cette époque-là, d'ailleurs. Mais le film participe de la renaissance de Sean Connery, qui gagne un Oscar pour le film, et assume complètement ce rôle de mentor qu'il aurait dans cette dernière partie ou deuxième partie de carrière. C'est vrai qu'il avait une traversée du désert dans les années 70, mais comme on avait dit avec Philippe, il continuait toujours à faire des très très bons films, comme La Rose et la Flèche ou L'Homme qui voulut être roi. Mais là, tout d'un coup, entre Indiana Jones et La Dernière Croisade et ce film-là, il devient le papa d'Indiana Jones, le papa d'Elliot Ness, c'est-à-dire qu'on va chercher... Christophe Lambert. Mais voilà, Christophe Lambert dans Highlander, exactement, ça a été aussi un gros succès. Et on va chercher Sean, tous ces gens qui ont aimé son James Bond vont le chercher. Mais ce qui est très intelligent et fort et courageux de sa part, c'est qu'il est accepté, il est revenu sur le devant de la scène en acceptant des rôles secondaires. Et ça, c'est très fort. Très fort. Et il est formidable. Et là encore, il nous avait raconté, De Palma, que ça ne s'est pas bien passé avec Sean Connery. Bon, après, De Palma est un mec quand même un peu réfrigérant. Difficile, Donc tu sais pas après comment... Mais enfin, ça s'est pas bien passé parce que il paraît qu'il rechignait quand même à se faire descendre de manière aussi gore, tu vois. Et De Palma nous avait dit, je me suis rendu compte par là avec lui,
qui s'était fait jamais descendre dans un film avant ce film-là, quoi. Il avait jamais fait un film où il mourait flingué, quoi. Ah non, c'est vrai, ouais. Et d'ailleurs, il a autant de squib que James Caan. Oui, mais alors justement, il n'avait jamais travaillé avec ces impacts, tu vois, tout ça. Donc ça nécessitait, aujourd'hui, je pense que ce serait du CGI. Ça fait mal, il paraît, en plus. Et alors, il paraît qu'il s'est pris un truc dans l'œil, c'est-à-dire qu'il y a eu un éclat qui lui est arrivé dans l'œil. Ils ont eu très peur que l'œil était vraiment endommagé. Il est allé à l'hôpital, il voulait plus revenir. Ça a été un enfer. Il paraît comme déjà il avait eu avec Scarface, l'autre qui s'était brûlé la main. Enfin, et donc, il paraît qu'il l'a engueulé en disant t'as failli me faire perdre un œil. Enfin, et que ça s'est quand même pas bien passé la suite. GoldenEye. GoldenEye. Et donc, avec De Niro et avec Sean Connery, il y a quand même eu des... Alors que l'autre, après, quand même, a gagné un Oscar du second rôle pour Sean Connery. Donc, heureusement pour De Palma, ils n'étaient pas là tous les jours sur le tournage. Ouais. Ouais. Non, c'est le seul flic irlandais qui a un accent écossais, tu as vu, c'est assez étonnant, ça, quand même. Et en fait, Andy Garcia, au départ, il devait faire le tueur d'Al Capone. C'est ça. Frank Nitti. Ouais. Et en fait, c'est lui qui a dit, moi, je viens de faire 8 millions de façons de mourir de LHB où je joue déjà un tueur, machin. Psychopathe, J'ai pas envie de refaire la même chose, je préférerais faire un good guy. Ouais. Et donc, ils ont décidé d'intervertir, et ils ont pris un acteur, d'ailleurs, très caricatural, mais très bon, pour faire Frank Nitti, Billy Drago. C'est ça, voilà, qui ferait que des méchants, bien sûr. Et dans la vie, Nitti n'a jamais été assassiné par Elliot Ness qui le pousse d'un building. Elliot Ness n'a jamais affronté en public Al Capone, bien sûr. Donc tout ça est totalement faux. Des licences artistiques, ouais. Nitti, vous savez comment il est mort, Frank Nitti, dans la vie ? Il a été renversé par un train. On dit qu'il s'est suicidé, soit parce qu'il avait un cancer, soit parce qu'il voulait pas retourner en prison. Il était sur le point de retourner en prison, il était claustrophobe, et il s'est tiré une balle dans la tête avant de se faire écraser par un train. Il voulait vraiment pas retourner en prison. Moi, je me souviens qu'on avait dit à De Palma, avec Samuel, quand on faisait les interviews, qu'on n'était pas très fan du film. Enfin, on lui avait dit que c'était vraiment pas qu'on n'était pas très fan, mais que c'était pas notre préféré. Alors que pour plein de gens, c'est un des meilleurs De Palma, Les Incorruptibles, parce qu'il a marché très fort. Ouais. Et que je pense qu'il y a cette vision comme ça très manichéenne qui parle à un plus grand public. Et bon, ça l'avait pas du tout choqué. Et il nous disait quand même, il nous a dit après ce que lui n'aimait pas dans le film, c'est qu'il avait été obligé de faire. Ouais. C'est-à-dire que la vision stéréotypée de la famille Ness, avec la femme qui fait la liste des courses. Il disait que moi, je n'ai vécu que dans des foyers. Enfin, il disait, il a eu des problèmes dans ses mariages, lui, après, avec ses épouses. Il a été dans un foyer où les parents se déchiraient. Donc, il disait cette vision comme ça d'une famille idéale avec le mari et la femme qui s'aiment, les machins. Il disait, ça m'était tellement étranger que finalement, dans le film, ça paraît presque du Norman Rockwell à la puissance 10 000, tu vois, ça fait faux. Ouais. Et il en était tout à fait conscient. Il disait, de toute façon, Mamet l'avait écrit comme ça, mais comme je ne croyais pas un mot de ce que je filmais, je crois que je l'ai rendu encore plus idéalisé et faux, finalement. Ouais. Ça n'a pas l'air d'avoir gêné grand monde, parce que quand tu regardes bien, la première fois que tu vois Elliot Ness, mais tu vois la femme qui fait la liste des courses, et qui regarde vers le salon avec un sourire comme ça. Tu vois un mec de dos en train de boire son café, qui est en train de lire le journal, où tu vois que la petite fille est... c'est du Norman Rockwell, alors qu'il est mort alcoolique à 54 ans. Voilà, c'est un cliché, mais... un type beaucoup plus dark qu'on ne le pense. Toutes les scènes avec la femme sont insupportables. À la revoyure, c'est très difficile en général. Pourtant, c'est une excellente actrice qui s'appelle Patricia Clarkson. C'est ça, ouais. Mais c'est vrai que dès qu'on est avec elle, c'était comme dans Donnie Brasco avec Anne Heche. Dès qu'on passe dans la famille et qu'on n'est plus avec les gangsters ou avec les policiers, on se fait chier. Non, mais le film, en fait, a été hypertrophié, comme souvent quand De Palma est moyennement intéressé par un sujet. C'est-à-dire qu'il concentre toute son attention sur l'exécution, sur le machin. Donc, des fois, t'as une exécution qui est presque trop grandiloquente, je trouve, par moment. Moi, les escaliers avec le Landau, par exemple, c'est pas un truc que j'adore. Alors, c'est la scène la plus célèbre. C'est une référence au cuirassé Potemkin. Oui, mais on est à la limite de la parodie. Je suis d'accord, ça dure des heures d'abord. Et c'est vrai dilaté complètement, c'est con, mais gravement. Quoi. On dirait effectivement une parodie de quelqu'un qui veut faire du De Palma. Quoi. Tu croirais des Zucker, tu vois. C'est ça. Comme ça. Exactement. On peut parler brièvement de la musique d'Ennio Morricone aussi, qui est très présente et qui quand même est très belle. Très belle, donne une signature au film. C'est une des plus célèbres. Ouais. It's a great challenge for a composer because there's so much music and you have to have so many ideas. It's not like most movies where, music's in the background of conversations or, your music's covered up by car crashes and explosions. Music is out there. It's a whole character in the movie and it's a lot of work and a great challenge for a composer.
Ouais, les costumes d'Armani, tout ça participe quand même d'un film très élégant. Alors, il a eu une collaboration suivie avec Ennio Morricone, puisqu'il a fait Casualties of War avec lui aussi. C'est ça, il a fait Mission to Mars. Et je crois que Morricone avait été contacté pour faire Carlitos Way. Et il n'était pas libre. Mais normalement, ça aurait dû être Morricone qui aurait dû faire Carlitos Way. Je ne savais pas ça. Laurent et Philippe, avez-vous entendu parler d'une prequel du film ? Bah oui, bien sûr. Vas-y, parle-nous un peu de ça. Alors, à un moment, quand De Palma commençait déjà plus tellement à avoir de succès, c'est dans les années 2000, à mon avis 2008 ou 2007, il avait eu l'idée, parce qu'il savait qu'il y avait un scénario en développement, de faire le prequel des Incorruptibles. Alors, qu'est-ce que c'est le prequel des Incorruptibles ? En fait, c'est l'affrontement de Malone, donc le personnage de Sean Connery jeune, avec Capone jeune. Ouais. Ça devait s'appeler Capone Rising. C'est ça. Alors, il paraît que le scénario était bon. Il nous avait raconté que le scénario était très bon et qu'il avait déjà préparé une séquence, je ne sais pas encore, dans un opéra, je crois, un truc qui devait être très, très spectaculaire. Et à l'époque, ils n'arrivaient pas à trouver un casting bankable pour ça. C'est-à-dire qu'ils voulaient Nicolas Cage. Mon héros. Nicolas Cage pour faire Al Capone. Quoi, tu vois, et il paraît que Nicolas Cage était d'accord, mais je crois que c'était le moment où Nicolas Cage commençait déjà à être magique sur la pente descendante. Ouais. Et alors, par contre, pour le Malone jeune, alors là, c'était Gérard Butler. Ah ouais. Donc ça faisait quand même déjà vidéo. C'est drôle. J'aurais bien vu ce film. Nicolas Cage et Gérard Butler, ça te donne pas envie. Non. Moi, je lui avais dit, mais pourquoi vous prenez pas... Eric Roberts et Danny Trejo. Moi, je lui avais dit, mais pourquoi vous prenez pas Colin Farrell, tu vois, qui est non, il était irlandais. Oui, qui est irlandais, tu vois. Ouais. Ça avait pas l'air de le brancher. Il fallait prendre un autre Écossais qui était Ewan McGregor. Surtout que Colin Farrell a les mêmes sourcils que Sean Connery. Oui, moi j'avais dit que Colin Farrell, c'est impeccable pour Malone. Et je sais pas, ça avait pas l'air de... Colin Farrell, ça lui disait rien du tout à De Palma. J'ai entendu parler de Benicio del Toro pour Capone à un moment aussi. Moi je pense... Non, ils ont demandé à Sean Penn aussi de le faire. Ah, waouh. Et De Palma Sean Penn a refusé. Et De Palma a très mal pris le truc parce qu'après, il a joué Capone, je crois. Ouais, enfin, un équivalent de Capone. Mais dans une sorte de sous-incorruptible. Un machin qui s'appelait Gangster Squad avec Ryan Gosling. Oui, c'est un très mauvais film. Et Nick Nolte. Mais donc, en gros, il me dit, il a refusé pour moi, il l'a fait après, en plus mal. Mise en scène par le mec qui avait fait Zombieland, dont j'ai oublié le nom, effectivement. J'ai pas vu le film, mais il paraît que c'est pas bon. C'est pas bon. Il paraît pas si mauvais que ça. Moi, je l'ai revu il y a 1 ou 2 ans, et j'avais une opinion désastreuse du film, mais c'est pas si mauvais que ça. C'est-à-dire qu'il y a des bons acteurs dedans. À part Sean Penn, qui fait un numéro hallucinant, couvert de latex, avec des fausses cicatrices, etc. Il est sorti de Dick Tracy, plutôt. De Palma, il a eu un autre projet encore avec Sean Penn, où Sean Penn a encore dit non. Parce qu'en gros, Sean Penn, chaque fois qu'il a fait un film avec De Palma, il a détesté le résultat. Ah bon ? Le Casualties of War, il n'a pas du tout aimé. Carlitos Way non plus ? Carlitos Way, il ne l'a fait que pour le fric, parce que ça lui permettait... Et puis parce qu'il voulait, ses films, et puis il voulait jouer avec Al Pacino. Mais il a détesté le résultat aussi. Quoi. On se demande pourquoi. Mais, il est formidable, c'est un de ses meilleurs rôles, je trouve. Et après, De Palma avait développé un film qui s'appelait Toyer, qui devait être sur un assassin psychopathe qui, en fait... coupe un nerf chez les nanas pour les plonger dans un état, tu sais, où elles peuvent plus bouger, et pour les violer ou je sais pas quoi. Et c'était Juliette Binoche qui devait jouer le rôle féminin. Et en fait, Sean Penn a refusé. Je crois que le truc s'est arrêté là. Quoi. Ouais. Il paraît que De Niro a basé sa performance de Capone sur le Capone de 1959 avec Rod Steiger. Tu l'as vu celui-là, Philippe ? Oui, je l'ai vu. Ouais. Il est bien, c'est un bon casting. C'est pas mal. Et Steiger était pas mal parce qu'il était à sa bonne époque. C'est-à-dire qu'il gabotinait, mais c'était retenu, disons. Mais par contre, moi, le plus beau que j'ai vu d'Al Capone, c'est Neville Brent dans la série télé. Parce qu'il y avait eu, en pilote, ils avaient tourné un long métrage qui s'appelait, je crois, Elliot Ness contre Al Capone. Et Neville Brent jouait un Capone fantastique. Mais face à Robert Stack, non ? Si, Robert Stack, ouais. Mais c'était différent, il n'y avait pas les mêmes seconds rôles. Il était marié, Stack, dans le pilote, parce qu'il n'était plus après. Et Brent jouait une espèce de bête humaine. Il ne ressemblait pas physiquement, mais il dégageait ce que devait dégager Capone. C'est drôle. Tu as vu que la série originale, la série télé, était produite par... Lucy Arnaz. Lucy Arnaz. Qui avait produit également les Star Trek. I Love Lucy, c'est drôle, hein. Lucille Ball, pardon. Lucille Ball, avant qu'elle Daisy Arnaz, c'est son mari, effectivement. Mais ce qui est rigolo, c'est que De Palma, c'est quand même un mec qui est plutôt gauchiste, enfin gauchiste à l'américaine, tu vois, qui est quand même un gars de la contre-culture et tout ça. Il fait 2 adaptations de séries télé, l'une à la gloire du FBI et l'autre à la gloire de la CIA. C'est quand même...
Mais c'est vrai, Andy Garcia, qui est cubain, joue un Italien. Sean Connery, qui est irlandais, qui est écossais, joue un Irlandais. Donc là, effectivement, c'est... En fait, t'avais Al Pacino, qui est italien, qui joue un cubain aussi. C'est parce vrai. que des acteurs cubains... Enfin, si, il y en a un dans Scarface, c'est Steven Bauer. Mais il n'y en a pas des stars. Tu as vu toutes les collaborations de Brian et De Niro ? Tu as vu Greetings, The Wedding Party, Hi Mom. J'ai quand même vu tous les De Palma. Ouais. Écoute, moi, c'est vraiment pas, c'est pas la période que je préfère. Les années 60, la Wedding Party, c'est très très mauvais. Quoi. C'est amateur. C'est un truc amateur, exactement. Ouais. Tu croirais un film d'école allongé. D'ailleurs, De Niro s'appelle Robert De Niro. Au générique, tu vois. Ah, c'est incroyable. Et il racontait qu'il était même pas majeur, je crois, quand il avait signé son contrat, parce que la majorité était à 21 ans. À l'époque, je crois qu'il avait pas 21 ans quand il a signé le contrat. Après, ils ont fait Greetings, que moi, j'aime pas beaucoup non plus. Hi Mom, c'est peut-être le meilleur, je crois, qu'ils ont fait ensemble. Mais bon, c'est des films qui n'ont rien à voir avec la facture, en tout cas, des films qu'il a fait après Sisters, tu vois. Alors, il y a un fond contestataire, il y a un fond un petit peu gaucho, américain, anti-guerre du Vietnam, un peu baba, tout ça. Mais franchement, c'est pas des films, moi, qui m'ont... C'est comme, par exemple, Billy Friedkin, moi, j'aime pas... Enfin, ça commence avec French Connection, les films qu'il a fait avant, c'est-à-dire Night Raided Minsky... The Birthday Party. Birthday Party, je l'ai pas vu. Avec Robert Shaw. Mais Good Times, le premier truc avec Cher et Sonny and Cher, mais même Friedkin te disait que c'était un truc, fallait bien commencer quelque part, mais il trouvait ça très mauvais. Et même moi, le film qui est très estimé de Friedkin, qui s'appelle sur les garçons homosexuels, Boys in the Band, moi j'ai trouvé ça un peu pénible. Tu sens vraiment la pièce de théâtre. Alors Friedkin savait un peu filmer les huis clos comme ça, donc c'est plutôt pas mal fait, mais c'est pas franchement un film qui m'intéresse beaucoup. Alors qu'à partir de French Connection, je trouve que c'est là que tu vois qu'il y a un bon qualitatif extraordinaire, quoi. Même s'il a fait deux ou trois films après, effectivement pas terrible non plus. La Nurse, des Deal of the Century, il en a fait 2-3 comme ça. Moi j'aime pas tellement Brink's Job non plus. Ouais. R.I.P. William Friedkin. Il y a un truc intéressant dans les 3 premiers films que De Palma a fait avec De Niro, c'est que je les ai vus tous les 3, c'était une épreuve quand même, et c'est qu'il est à peine filmé De Niro dedans. C'est-à-dire tu peux pas te rappeler un plan avec lui. C'est pour ça qu'il lui en veut. Il est oblique. Tu vois ce que je veux dire ? Il est dans le film sans lettres, alors qu'il joue le rôle principal. Hein. Tu n'as pas de gros plans en mémoire, il est toujours ou de dos ou 3/4 dos. Enfin, c'est très intéressant quand ça s'approche. Il l'a pas filmé. Mais j'ai vu que Brian De Palma était remercié au générique de Mean Streets à propos de De Niro. Oui, parce qu'ils ont... non, c'est pas à propos de De Niro, c'est parce qu'ils ont... Ils avaient été... Il y avait Jay Cox aussi, qui était qui est devenu scénariste de Scorsese après. Ouais. En fait, ils ont donné un coup de main à Scorsese sur le montage de Mean Streets. Quoi. D'accord. Ils ont même monté des séquences, je crois, tous les deux. Ouais. Et maintenant, le moment que vous attendez tous, le commentaire play-by-play, la vision du film en Weberama. Titre alternatif, La vie de Brian. Le film fait 1h59, il est assez long quand même. Ouais, Carlitos Way fait 2h20, Scarface 2h45. C'est vrai, c'est du lourd, mais je l'ai un petit peu moins aimé donc à cette revoyure que je n'avais aimé la première fois en salle. Mais c'est très hypertrophié, c'est-à-dire que ça aurait pu être un film d'1h30, mais tu sens qu'il dilate tellement. C'est ça. Et tu sais, c'est marrant, on parlait de Silverado tout à l'heure. Pour moi, je trouve que ça ressemble à Silverado, ce film. Mais je crois que Laurence Kasdan avait été envisagé à un moment pour faire ça. C'est drôle. Et qu'il avait refusé. Parce que De Palma m'avait raconté qu'il s'était retrouvé souvent sur des films qui avaient été proposés. Parce que tu sentais que c'était l'humiliation pour lui. C'est-à-dire qui avait été proposé à Laurence Kasdan avant. Et que lui récupérait, tu vois, parce qu'à l'époque il était un peu en perte de vitesse commercialement parlant, et que il sentait ça comme une vraie insulte, quoi, tu vois. Et c'est Cruise qui était allé le chercher pour Mission Impossible ? Alors, c'est Cruise qui est allé le chercher, puisque Cruise était producteur, mais en fait, c'est Cruise qui, une fois, va bouffer chez Steven Spielberg, et il y a De Palma qui est là, quoi. Et donc, il les présente, machin, il passe la soirée, et puis Cruise rentre chez lui en disant, mais en fait, ça serait pas con, De Palma pour Mission Impossible, et Cruise raconte, je sais pas si c'est vrai, parce que ça paraît un peu... Il a passé la nuit à regarder les films de Palma. Les Incorruptibles, Blowout, Carrie, je sais pas combien il a dû en voir déjà. Moi, à mon avis, il a revu peut-être que les Incorruptibles, puisque c'est une adaptation de série télé et que ça avait marché. Et il s'est dit, oui, en fait, c'est la bonne idée, et qu'il a proposé après à De Palma. Donc, De Palma, s'il n'était pas allé dîner chez Spielberg ce soir-là,
C'est drôle. Il aurait probablement pas fait Mission Impossible, parce que c'était quand même un metteur en scène qui sortait... Bon, Carlitos Way avait eu un grand prestige. Il paraît quand même que Cruise avait beaucoup aimé Carlitos Way, mais ça n'avait pas marché. Ouais, c'est vrai. Il avait fait Bonfire of the Vanities, qui avait quand même été un énorme flop. Ouais. Donc il était quand même un peu tricard. Et Mission Impossible l'a remis en selle commercialement pendant quelques années. Enfin, malheureusement, après, tous les films qu'il a fait après Mission Impossible ont été des bides. Donc il a pu, disons que Snake Eyes après n'a pas marché, mais je crois que c'était pas trop grave parce que c'était déjà un film. Attention à ce que tu dis sur Nicolas Cage. Et après, le problème, c'est qu'après Mission to Mars, Femme Fatale, et puis après, quand il est venu en Europe... ça se gâte, là, vraiment, ouais. Non, mais... Effectivement, son dernier bon film, c'est la première moitié de Snake Eyes. Et après, c'est fini. Non, moi, après, moi, j'aime bien des morceaux de Femme Fatale, il y a des morceaux du Dahlia Noir qui sont pas mal, mais c'est vrai que... Les morceaux du Dahlia Noir, pour une femme qui a été coupée en deux, c'est drôle. Mais le Dahlia Noir, moi, ça a été vraiment la déception parce que je pensais que c'était pour lui. Moi, je lui avais amené le livre, je me souviens, la première fois que je l'ai vu, en 93. Je lui avais amené le bouquin qui était sorti il y a peu de temps avant. Donc, s'il a fait le Dahlia Noir, c'est grâce à toi ? C'est à cause de moi. Wow. Dude. D'ailleurs, il a co-réalisé. Non, mais ce qui est amusant, attendez, parce qu'il faut quand même pousser. Donc, je l'avais vu en décembre 93 pour la promo de Carlitos Way à Paris. Ouais. Je vais le voir, je lui apporte le bouquin du Dahlia Noir. Je lui dis, tiens, voilà, c'est... Je l'avais acheté en anglais pour lui, tu vois. Ouais. Je lui dis, vous devriez lire ça. Il regarde le bouquin, il me dit, c'est marrant, vous êtes la deuxième ou la troisième personne qui me parle de ce livre. Bon. Et donc, on fait l'interview, machin. Bon, à cette époque, j'avais pas du tout l'intention, ni le projet de faire un livre avec lui. Donc, je me disais, je vais sûrement jamais le revoir. Et il se trouve qu'après, je me souviens, des années après, quand on a recommencé à parler, quand on faisait les entretiens avec Samuel, et qu'il a commencé à parler du Dahlia Noir, hein, donc ça remonte à... c'était quasiment, 13 ans après, quoi, 13 ou 14 ans après. Il a dit, j'ai lu le livre pendant les vacances de Noël 1993. Attends, moi je lui avais donné le bouquin en novembre, mais je suis sûr que c'est mon bouquin qu'il a lu. Quoi. C'est donc tu devrais être remercié au générique. Quand même. Ah bah non, vu le résultat. Appelle-le pendant l'émission maintenant. Non, mais ça a été une vraie déception parce que moi je me suis dit c'était vraiment il avait tout ce qu'il fallait parce qu'il y avait tous les ingrédients qu'il aimait. Quoi. Ouais. Il avait pas son casting parce que moi j'aime bien Josh Hartnett et Aaron Eckhart, mais c'est pas non plus du très haut niveau. Josh Hartnett il l'avait pas choisi. Hein. C'est pas un mauvais acteur. C'était Fincher qui l'avait choisi. Déjà. J'aime bien Hartnett. Moi j'aime bien. Il est très bon Hartnett. Ouais, mais enfin il est un peu. Bon non, si quand même. Allez, enfin. Non, mais le problème de Dahlia Noir, c'est que ça a été tourné en Bulgarie. Enfin, ça n'a pas été tourné comme Les Incorruptibles, tu vois, avec un grand film de studio. Je pense qu'il aurait fait un meilleur film si ça avait été fait dans le système. Avec des acteurs. Moi, je trouve que Scarlett Johansson, elle n'est pas bonne. On va parler d'elle un peu plus tard. Non, mais Hilary Swank, elle n'est pas bonne non plus. Enfin, c'est pas du tout il voulait Eva Green. Je ne sais pas si Eva Green aurait été mieux, mais Eva Green a refusé. Donc, ça a été quand même un film compliqué à faire et qui n'a pas été fait dans les meilleures conditions. Même si, visuellement, je trouve que le film a quand même un vrai cachet parce que ça a quand même Vilmos Zsigmond à la photo. Moi, je trouve qu'on sent un peu que c'est pas tourné à Hollywood, mais ça fait pas faucher, je trouve. Mais le scénario, par moments, je trouvais trop nébuleux. Déjà, le bouquin était compliqué à adapter, mais ils ont pas résolu certains problèmes du scénario, je trouve. Puis il y avait pas de personnage central, si je me souviens bien. C'est-à-dire que tu t'es attaché à personne. Il y a les deux mecs, mais moi, je m'attachais à aucun des deux non plus. Quoi. Ouais. À propos de bien filmé, je trouve ce premier plan des Incorruptibles, pour revenir à notre film, est magnifique quand même, avec De Niro qui est en train de se faire raser là, du dessus. De Palma pose sa signature. Mais ça, c'est souvent, il fait souvent ça. Toujours. C'est un de ses plans, effectivement, marque de fabrique. Et quand on voit Sean Connery pour la première fois, qui est quand même fantastique à chacune de ses apparitions, il est très bronzé et très en forme pour un vieux flic irlandais. T'as vu, il arrive de Marbella, on sent qu'il a joué au golf la veille. Et c'est incroyable, c'est quand tu vois Sean Connery dans Les Incorruptibles ou dans Le Nom de la Rose, parce que c'est quasiment la même année. C'est un type qui a 56 ou 57 ans à l'époque, si tu veux. Et 56 ans, je crois. Et il a presque l'air d'en avoir 70 déjà. Quand tu le vois. C'est vrai. Est-ce qu'il est peut-être vieilli pour le rôle ou non? Non, rappelle-toi La Rose et la Flèche. Il était censé avoir plus de 50 ans. Il en avait 42 ou 43, je crois. C'est comme il a plus de cheveux, ça le vieillit, quoi. C'est vrai, mais mon grand regret, c'est qu'il n'ait pas fait Jamais plus jamais ou un autre James Bond sans moumoute et avec une moustache. Bah, évidemment. Ça aurait été exceptionnel. Parce qu'en fait, il est plus jeune, je crois, que Roger Moore, non? Oui. Je crois qu'il était né en 1930. Roger Moore, 25 ou un truc comme ça, 26, je sais plus. C'est ça. Alors qu'on a toujours l'impression que Sean Connery est plus vieux parce qu'il a fait James Bond avant, quoi. Tu vois, mais c'est faux.
Mais mais la grande qualité des Incorruptibles, hein, c'est, comme tu l'as dit, je crois, c'est d'abord le casting. C'est-à-dire que si c'était un film avec un autre casting, ça perdrait quand même pas mal de sa force aussi, je crois. C'est vrai, il y a le comptable du film, c'est une espèce de pignon, tu as vu, il ressemble à Jeffrey Katzenberg. Comment s'appelle cet acteur déjà ? Charlie Martin Smith. C'est ça, voilà, il est pas mal d'ailleurs. Il est très bien. Il y a aussi Richard Bradford qui est excellent, qui joue le gros flic ripou là, qui casse la gueule. Extraordinaire. Ouais. Une espèce de George Kennedy et cette scène d'ailleurs où ces deux vieillards costauds se battent est une des meilleures scènes du film. Et c'est un acteur qui s'était fait connaître dans les années 60, 70, je sais plus 60 je crois, par une série anglaise qui s'appelait L'homme à la valise, où il jouait un agent secret très, très mince et musclé, et les cheveux déjà blancs. C'est drôle. Ouais, et après, il a pris un poids considérable et il s'est devenu un second rôle magnifique. Il est très très bien, il est très crédible. C'est le premier film où je me suis dit qu'en plus d'Hitchcock, tu vois pas tellement de références à Hitchcock dans Les Incorruptibles, mais tu sentais qu'il y avait une influence Léon. Oui, c'est vrai. Quand on parle western, c'est ça aussi, tu vois. Absolument. Il y a Morricone, mais tu sens même dans la manière, tu vois, de découper, de dilater. Et de magnifier les personnages, c'est-à-dire de les iconiser dès qu'ils apparaissent. De les mythologiser, effectivement. C'est tout à fait exact. You pull a knife, you pull a gun. You send one of them to the hospital, you send one of them to the morgue. Oui, mais cette scène, par exemple, je trouve c'est filmé pour qu'on voit que c'est filmé, quoi. C'est-à-dire que la focale est énorme, tu vois, c'est un grand angle énorme. En fait, c'est un split focus qui est très bien fait. Oui, mais il y a des plans où c'est quand même pas le split focus, c'est quand tu vois Costner en avant et l'autre derrière, où ils sont nets tous les deux. Mais tu as des plans où ils sont par en dessous et que tu vois l'église et tout ça. Enfin, je trouve que c'est tellement fait avec une volonté de rendre ça bigger than life que quelque part, je vois la mise en scène. T'as raison. Et nous, ils expliquaient, lui, que il te disait que ses principes de mise en scène étaient un peu contraires à ça, parce qu'il te disait, je ne bouge la caméra que quand le personnage se déplace, j'essaye pas de... Alors que là, c'est quand même vraiment faire des effets pour des effets, quoi. En plus, ces scènes d'église sont devenues très clichés, en fait. On a une dans Highlander aussi, ces gens, avec Sean Connery aussi, ces gens n'arrêtent pas de se rencontrer dans des églises. Il y a un truc qui est intéressant, c'est que il porte très très bien la casquette, la gapette Sean Connery, presque aussi bien que toi, Philippe. Merci. Et j'ai pensé que tu étais un peu notre Sean Connery français à nous, en fait. C'est tout à fait vrai, ça me touche beaucoup que tu le dises. Mais c'est pas, moi je trouve que c'est un film qu'on revoit avec plaisir parce que c'est bien fait, mais dans les films de De Palma, c'est pas un film spécialement personnel, tu vois. Moi, Mission Impossible, je trouve, est plus intéressant, plus personnel, parce que c'est plus trouble. Même s'il y a des morceaux aussi un peu hypertrophiés, c'est-à-dire tout le truc avec le TGV dans le tunnel à la fin, tu vois, où c'est vraiment bigger than life aussi, qui n'est pas forcément ce que je préfère dans le film. Non. Mais moi, je préfère Mission Impossible aux Incorruptibles. Moi aussi. Ça a mieux vieilli, et cette ambiance paranoïaque des années 70, thriller parano, est plus intéressante que ce western manichéen. Ouais. Mais il y a un truc qui est une très belle scène qui, paraît-il, est arrivée dans la vie. C'est la scène où Al Capone fait son numéro avec sa batte de baseball. Il paraît, oui, c'est arrivé. Ouais. Batman Begins. Tu sais qu'on voit la même scène dans Party Girl il nous l'avait dit, de Nicolas Ray. La même, c'est Lee Jacob qui joue Al Capone. Et qui a la batte de baseball et qui massacre un type. Je crois que dans le bouquin, on en parle et il fait celui qui n'a pas vu le. Enfin, c'est possible après. Hein, souvent, tu vois des trucs, tu te dis, tiens, il a dû piquer ça à ça, et tu parles du film au mec, et le mec, en fait, n'a pas vu le film, ou c'est pas du tout ça auquel il pensait. Ils se sont inspirés d'un fait réel tous les deux. Donc peut-être qu'il n'a pas vu l'autre film. Hein. Moi, j'ai souvent demandé à Polanski ou à des gens comme ça, tiens, là, vous avez fait la même chose que. Là, non, je ne connais pas. C'est quoi les films, tu vois, quand il connaît pas. Merci de nous avoir fait un petit coup de Polanski. Le passage où Patricia Clarkson prie m'a fait penser à Carrie, parce qu'elle ressemble à la mère de Carrie un peu physiquement. Ah oui, mais alors elle est tellement... elle est peut-être bigote aussi, mais pas au point d'être cinglée comme la mère de Carrie. Tu vois. C'est une sainte, elle joue une sainte. Non, mais De Palma, lui, c'est des familles de gens qui s'entretuent. C'est des familles meurtrières. Ouais. Là, t'as la famille tellement idéale, tu vois. Je sais pas si on voit la famille d'Al Capone, on voit pas la femme et les enfants, non. Mais ça, c'est faux, quoi. C'est-à-dire, toutes ces familles, dans ces films bien, même Mission Impossible, si tu considères que la cellule d'espion, c'est une sorte de famille dont John Voight serait le père, c'est le père qui tue tous ses enfants, quelque part. Tu vois, un côté ogre. Et il sait pas filmer les gens qui s'aiment et qui les bons sentiments, tout ça, tu vois, ça fait faux. Alors ça n'a pas gêné les gens, hein, puisque visiblement le film a été un très gros succès. Donc... Mais moi je trouve que ça fait pas. Je trouve que Laurence Kasdan aurait réalisé le film. Je dis pas que ça aurait été la même chose, parce que je sais pas s'il aurait su faire certaines scènes aussi bien.
Mais voilà, c'est pas un film très personnel. Je pense que c'est un film qu'il a remis en selle commercialement. Il a pu faire... Mais ce qui est drôle avec De Palma, c'est qu'il a un très gros succès. Contrairement à d'autres réalisateurs qui conforteraient ce gros succès en faisant un autre film commercial après, lui, il refait un film qui va tout foutre en l'air après. C'est-à-dire, il fait Casualties of War, tu vois, qu'il voulait faire depuis des années, sur le pire sujet que tu puisses imaginer. C'est-à-dire des mecs qui violent une fille, qui la tuent, tu vois, un mec qui dénonce ses copains, enfin, tout ce que les Américains n'ont pas envie de voir. Et ça fout en l'air tout l'acquis qu'il avait. Avec, et peut-être un peu tard aussi, au moment où les films de Vietnam sont plus tout à fait d'actualité, à la mode en tous les cas. En tout cas, il l'a fait, c'était encore la mode, puisque Platoon venait de cartonner. Et après lui, il y a eu encore Born on the 4th of July qui a marché aussi. Donc ça pouvait être quand même encore un succès. Moi, je m'avais dit, mais quand même, le scénario est tellement glauque, tellement triste. Comment vous avez pu imaginer que ça allait cartonner ? Et tu dis, mais... on aurait pu dire la même chose de Platoon. Moi, je trouve pas. Je trouve que Platoon est beaucoup plus conventionnel. C'est-à-dire que c'est un roman d'apprentissage entre un jeune homme et le bon sergent d'un côté, et le méchant sergent. Le bien et le mal. Et à la fin, le mec qui s'en sort et qui... C'est pas aussi traumatisant, même s'il y a des passages durs dans Platoon, c'est pas aussi dépressif et traumatisant que Casualties of War. Ouais. Vous connaissez un acteur qui s'appelle Del Close, Philippe ? Oui. C'est un ancien militaire, c'est ça ? Non, tu confonds avec Dale Dye. Ouais. Ah oui. Non, Del Close, c'est un type qui est un des patrons, je crois, à San Francisco de l'improvisation. C'est un type qui a lancé plein de gens. C'était peut-être à Chicago d'ailleurs. En tout cas, entre le Saturday Night Live et les Groundlings, plein de troupes de comiques ont travaillé avec Del Close et c'est lui qui fait l'avocat véreux qui vient voir Costner pour lui proposer un deal. Oui. Il ressemble à Judge Doom en parlant de Bob Hoskins, c'est dans Roger Rabbit. Qui lui donne l'enveloppe. Là, c'est ça, il est formidable comme acteur. Je trouve que par moments, la musique d'Ennio Morricone ressemble à Peur sur la ville. Comme s'il recyclait aussi, comme font souvent les musiciens. Non, mais moi, il m'avait raconté que De Palma, que quand il travaillait avec Morricone, il disait que Morricone a une puissance de travail absolument phénoménale. C'est-à-dire qu'il arrive, il te propose 10 morceaux. Et tu l'as vu une semaine avant. Hein, donc le mec, en une semaine, il te fait 10 morceaux. Alors, De Palma était complètement admiratif en se disant, mais ce mec, enfin, quand même, c'est un génie. Bon, de toute façon, c'est un génie, mais quelle puissance, quoi. Ouais. Et bon, il en choisit, il dit j'aime pas celui-là, donc il me disait mais tous auraient pu convenir, hein. Mais il dit bon, il y en avait certains qui me plaisaient plus, donc il fait son choix, donc ils font le film, le film sort. Et un jour, De Palma va au cinéma voir Bugsy de Barry Levinson, tu vois. Et tout d'un coup, pendant la projection, il entend une musique parce que Morricone a fait la musique, et il reconnaît un des thèmes que Morricone lui avait proposé pour Les Incorruptibles. Et il s'est dit, attends, quand il est arrivé avec les 10 morceaux, peut-être que c'était déjà 8 morceaux qui avaient été refusés. C'est l'histoire de Kimai sur le professionnel, quoi. C'est toujours là. Et vous savez que, par exemple, le fameux thème de Deborah dans Once Upon a Time in America, tu sais, le thème d'amour, quand tu vois, à chaque fois que tu vois la gamine qui danse. En fait, c'est un thème que Morricone avait écrit pour un amour infini de Franco Zeffirelli. Il s'est engueulé avec Zeffirelli parce que Zeffirelli préférait foutre sur un générique de fin une chanson de Lionel Richie ou de je sais plus qui, tu vois. Et de Morricone ne voulait pas qu'il y ait une chanson donc il en avait fait parce qu'il touchait rien sur une chanson de Lionel Richie. Non, mais il trouvait que ça foutait tout en l'air, que ça allait pas du tout avec le style de sa musique à lui, donc il s'est engueulé, mais vraiment très très fort avec Zeffirelli, qui lui a dit je suis désolé, je suis obligé de prendre la chanson parce que c'est un truc pop qui peut faire aider le film. Et l'autre a dit si c'est comme ça, trouve-toi quelqu'un d'autre. Il a pris ses morceaux et il est reparti. Et il a resservi et t'as l'impression, quand tu regardes Once Upon a Time in America, que c'est impossible que ce morceau soit écrit pour un autre film. C'est-à-dire que t'as une telle... Et Morricone avait quand même cette qualité qu'avait Delru un peu aussi, c'est-à-dire d'écrire souvent des musiques plus belles que les films. Alors c'est pas le cas de Once Upon a Time, mais Un amour infini, je sais pas si vous l'avez vu, c'est d'ailleurs le premier film où on voit Tom Cruise, qui est dans un tout petit rôle qui joue au foot, je crois, avec le héros. Et tu te dis, c'est presque une musique trop belle pour le film. Mais ça arrivait beaucoup dans les western spaghetti, c'était souvent... Ou alors les affiches, souvent, sont très supérieures. Et tout ça pour dire donc que Morricone, effectivement, avait une telle facilité à écrire de la musique qu'il a dû recycler des trucs qui n'avaient pas été pris pour un film, qu'il a dû refiler dans d'autres trucs, et personne n'est capable de le voir, parce que c'est... Et puis souvent... Il y a certaines de ces musiques qui se ressemblent. Et c'est vrai que la musique de Bugsy ressemble beaucoup au thème de la mort des Incorruptibles. Tu sais, le thème qu'on entend dans l'ascenseur quand il découvre le cadavre du comptable. Ouais. À propos, il y a un passage qui est un peu ridicule. C'est quand ce comptable devient une espèce de foudre de guerre. Tu sais, il boit une gorgée comme si c'était de la potion magique et il se met à défourailler sur les gangsters. Là, on est un peu trop dans le comique. Il y a un problème de tonalité. Et puis tu regardes, il y a certains plans où quand tu vois la police monter qui charge,
T'as l'impression qu'ils mettent 50 ans à arriver mais toute cette séquence n'est pas passionnante. Hein. Toute cette séquence canadienne, à part le fait que Sean Connery mange du saucisson à un moment, t'as vu, ça c'est plutôt bien. Et surtout quand il tue ce gangster qui est déjà mort. Ça, c'est une belle idée. Alors il y a eu une critique aux États-Unis, enfin 2 critiques. Ils n'aimaient pas la scène, je pense que politiquement correcte, tu vois, de tuer un mort une deuxième fois, machin. Et ils aimaient pas que Ness balance Frank Nitti du toit. Alors que c'était en gros un homme désarmé, même si c'est une pourriture, tu vois, ce serait comme le poignarder dans le dos, quoi. Et tu sais que c'est intéressant, c'est une petite parenthèse, mais il y a des films, beaucoup de films, tu sais, où à la fin le héros retrouve le mec qu'il hait, qui a tué sa femme, qui a tué ses gosses, etc. Et il le braque avec un flingue. Et très souvent, ce qui avait été tourné, c'était qu'il y a un face-à-face entre eux et il le tue de sang-froid et le mec meurt et voilà. Et le héros en ressort meurtri parce qu'il n'a pas aimé tuer ce mec de sang-froid, mais quand même. Voilà. Les projections test ont toujours rejeté ces scènes et donc ils ont toujours retourné des plans où le héros ou le méchant essaye de choper la main c'est du héros. C'est ça pour c'est la fameuse lui donner une raison, quoi. Non, mais c'est la fameuse histoire de Marathon Man, c'est-à-dire que William Goldman, il avait écrit la fin de Marathon Man comme son roman, c'est-à-dire que Dustin Hoffman se retrouvait face à Laurence Olivier et lui disait en gros, il y a tous les juifs qui vous attendent là-haut et ils ont tous une roulette de dentiste, tu vois, et il lui tirait une balle dans la tête alors que l'autre était à genoux en train de dire non, tu vois, donc le vieux bonhomme, il lui tirait une balle dans la tête sans le moindre affect, tu vois. Dustin Hoffman lit ça, il se dit mais c'est pas possible, je peux pas faire ça. Pourtant le mec juif avec un nazi, non mais le mec est désarmé, c'est un vieux papy, je peux pas tuer un gars comme ça. Donc ils appellent un autre scénariste, Robert Town, pour imaginer que l'autre va avoir sa lame qui sort, tu vois, et qu'il va y avoir, même si c'est ridicule, un papy et que l'autre s'empale sur la lame, parce qu'il fallait un dernier sursaut, il pouvait pas tuer un homme désarmé. C'est exactement. Mais regarde le nombre de films où tu as le méchant qui, alors que c'est souvent absurde, qui fait un grand pas en avant comme ça, machin, il y en a un paquet. Hein. C'est pour que ça ait l'air quand même d'être de la légitime défense, c'est pas une exécution comme ça. On pourra pas dire il a tué quelqu'un de sang-froid. Les héros font pas ça. Il y a une très belle scène, c'est la scène où le comptable se fait assassiner dans l'ascenseur. C'est comme il y a marqué touchable, tu avais touchable sur le mur, avec du sang, ça fait penser à Helter Skelter, tu sais, de la famille Manson. Et puis il y a un très beau plan à la Steadicam, enfin tu sens quand même que c'est... et une très belle musique douce d'Ennio Morricone à ce moment-là qui accentue le côté tragique. Non, mais tu sens, De Palma, tu reconnais la mort de Sean Connery, tu vois, avec le mec qui rampe par terre dans des flaques de sang, tout ça. Enfin, ça, tu sens que c'est gore. Et avec le montage, en parallèle avec le mec. L'opéra. Alors, le truc de l'opéra, ça l'a tellement... comme le film a marché, tout ça, il a voulu le remettre dans des films après. Une grande scène d'opéra, avec un assassinat pendant la scène d'opéra, parce que c'était quand même l'inspiration de L'homme qui en savait trop de Hitchcock. Et il a eu plusieurs projets où il avait développé une très grande scène comme ça. Il avait un projet qui s'appelait, qui devait être inspiré du Manchurian Candidate de Frankenheimer. Et c'était un film qui devait tourner après Mission Impossible, normalement, qui s'appelait Ambrose Chapel. Et Ambrose Chapel, c'est le nom de la chapelle dans L'homme qui en savait trop. C'est l'histoire d'une femme, en fait, qui était un assassin programmé, mais qui ne le savait pas. C'est-à-dire qu'elle avait été brainwashée, elle avait oublié. Et en fait, quand elle regardait L'homme qui en savait trop, c'était le mot Ambrose Chapel qui déclenchait le comportement comme criminel. téléphone dans le film de Bronson. Voilà, et elle devait tuer quelqu'un justement pendant une représentation d'opéra. Donc il avait préparé, il m'avait dit, alors c'était pas très excitant, je crois que c'était Théa Léoni qui devait jouer la fille. Tu vois, quoi. Et en fait, il m'a dit... il m'a dit, mais en même temps, il y avait le Parrain 3 qui avait fait ça aussi. Donc, mais il a essayé après pour Capone Rising. Il y avait encore une scène dans un... Je crois cette scène d'opéra, il avait dû la préparer. Il a voulu, comme de Morricone, c'est la refourguer ailleurs. Vous avez remarqué un truc très drôle, c'est que dans la scène, cette fameuse scène d'opéra dans Les Incorruptibles, t'as un plan de De Niro qui est dans sa loge, tu sais, en train d'écouter l'opéra. Et de pleurer. Il y a un garde du corps qui vient lui chuchoter à l'oreille, en gros, on a tué Sean Connery. Et t'as l'expression de De Niro dans cette scène qui pleure en riant. Comme ça, c'est l'expression qu'il aurait toute sa vie dans les comédies après. Ah oui, c'est là qu'il a commencé à faire
Ce visage de tragédie grecque et de comédie grecque, absolument. Un truc que fait très bien De Palma, comme tous les grands metteurs en scène, c'est le casting des seconds rôles. C'est-à-dire que tous ces hommes de main de Capone sont formidables. Le comptable de la mafia est formidable, il a quelque chose d'extrêmement inquiétant. Et ils sont tous gros, t'as vu les hommes de Capone C'est un petit peu ce que ferait aussi Scorsese dans ses films, ou même Alan Parker. Ils aiment bien les gros, parce que les gros prennent bien la lumière. Les gros méchants, quoi. Ouais. Mais c'est dommage. Quelque part, De Niro avait raison quand il disait qu'il n'était pas assez gros pour le film. Ouais. C'est dommage, parce que c'est vrai que Capone, ce qui était spectaculaire, c'était cette espèce de masse, quoi. Absolument. C'était un petit mec, en plus, je crois, Capone. Il était petit, mais il était sphérique, si tu veux. Ça lui donnait un côté grand singe. Il est rembourré avec des oreillers, De Niro, dans le film, parce qu'il n'a pas eu le temps de faire le même régime qu'il avait fait pour Raging Bull. Mais le visage est trop mince, tu vois, c'est... Tu sens, là, quand on arrive dans l'hôtel où est Capone, c'est le fameux plan où tu vois le journal qui tombe, il y a une musique presque disco de Morricone qui se met en route, tu suis le groom qui va porter tu suis le mec qui va porter le journal. Enfin, t'as tout le trajet du journal jusque dans le lit de Capone, et là, tu vois des escaliers avec de la moquette rouge. T'as presque l'impression que c'est la maison de Tony Montana, tu sais, qu'il a repris un peu le même genre de décor. Ah ouais, c'est vrai. D'ailleurs, la séquence... Et c'est le plan c'est le dernier plan du film, ça. C'est-à-dire que le plan où tu vois ce journal avec l'arrivée chez Capone. En fait, pas le plan où il y a De Niro, mais disons ce fameux plan comme ça où tu vois les gens monter l'escalier et tout ça. Ça, c'est le dernier plan qu'ils ont tourné dans le film. Ouais. Mais le film est au courant que le film est terminé après la mort de Sean Connery. Ça retombe, en fait. On a cette longue séquence du cuirassé Potemkin qui est interminable, mais Kevin Costner, quand on lui annonce la mort de Sean Connery, il dit « Not this man », pas cet homme. Et donc, effectivement, il sait que le film est fini, lui aussi. Mais c'est vrai que c'est des erreurs à pas commettre, ça, parce que quand le climax vient trop tôt, après, c'est extrêmement pénible ce qui reste. Oui, mais enfin, ça fonctionne, parce que il nous avait expliqué qu'il avait reconnu dans le scénario le fameux... Le fameux schéma on tue le meilleur ami du héros, le héros veut se venger. Oui, à part que souvent, le meilleur ami du héros n'est pas le meilleur acteur du film. Et là, dans l'occurrence, c'est Sean Connery qui est le centre et le Absolument. cœur. Oui, mais c'est un peu le moment. Enfin, dans le scénario, si tu veux quand même trouver que le scénario a quand même des qualités, c'est que c'est le moment où Ness après commence à s'affirmer. Parce que tant que Malone est là, il est un peu dans son ombre. C'est vrai, mais c'est toujours plus agréable de voir Sean Connery que ce jeune type qui est un peu plus falot. Alors que là, Sean Connery, en plus, ses répliques sont très bien écrites à Connery. Non, mais c'est la part du lion, quoi. Ça vient beaucoup du casting, parce que si ça avait été l'inverse, c'est-à-dire que Ness avait été plus fascinant que Malone, on n'aurait eu aucun problème pour la fin. Mais là, en l'occurrence, tu enlèves le grand plaisir du film, qui est Sean Connery, et tu nous laisses le petit Ness, tu vois. Et c'est pas pareil, quand même. C'est-à-dire que Friedkin, quand il fait To Live and Die in L.A. et qu'il tue William Peterson, il doit rester 5 minutes après. Mais ça, c'est plutôt bien de tuer William Peterson dans les films, pour moi. Mais ça, c'était une vraie audace. Là. Il reste peu de films, après. Mais là, moi, je trouve pas que c'est gênant. Moi. Franchement, parce qu'après, il y a le procès, ça arrive très vite, le moment où t'as Capone qui est jugé, et t'as tout. Mais tu sens quand même qu'il faut faire un morceau de bravoure encore, donc t'as tout le truc dans l'escalier avec le toit. Tu as vu le truc absolument fantastique que De Niro a fait souvent dans sa carrière, c'est quand il sent que le partenaire... il sent que le partenaire a le dessus sur une scène, il le désarçonne complètement, et là, comme c'est pas coupé le plan, il le fait, c'est le mec fait une diatribe du genre « t'es foutu, tu vas finir ta vie en prison » et tout, et il fait « what ?» Comme s'il n'avait pas entendu. Exactement. Ça oblige l'acteur à répéter la réplique. Ouais, c'est vrai. Et c'est moins fort, évidemment. Tu vois ? C'est fou, comme un boxeur. What ? Je suis pas sûr qu'avec Don Johnson, parce que Costner, il a ce côté un peu, on le connaissait pas trop à l'époque, il est presque un peu phallo, si tu veux. Ouais, mais il est pas mal, ceci dit. Non, mais ça marche bien avec le personnage. Mais ceci dit, tu vois, dans la série Elliot Ness, Les Incorruptibles, que moi j'ai pas mal regardé, Ness est une abstraction aussi dans la série. C'est-à-dire qu'il n'est pas drôle, il n'a pas de charme, il n'a pas d'humour. Et c'est les vedettes invitées qui ramassent tout. Lui, il apparaît 5-6 fois dans l'épisode, pour pas être marrant en plus. Mais c'est une abstraction. Et le Costner, il est un petit peu abstrait aussi, tu vois. C'est la gentillesse et la bonté et l'héroïsme face à la corruption, etc. C'est drôle. Non, mais je me demande ils n'avaient pas auditionné Alec Baldwin aussi à l'époque. Si, ça me rappelle quelque chose. Il était star, effectivement. Oui, c'est très possible. C'est vrai. Parce qu'Alec Baldwin, il m'a raconté que c'était un acteur qu'il aimait bien, et qu'à chaque fois qu'ils ont essayé qu'il l'a auditionné et tout ça, ils ont finalement jamais fait les films ensemble, quoi. Je me demande même s'il n'était pas prévu dans... il y avait un autre film où Baldwin devait jouer, je ne sais plus lequel c'était. Est-ce que c'est Carlitos Way ? Je ne sais plus.
Si quelqu'un a encore quelque chose à dire sur le film, qu'il le dise ou qu'il se taise à tout jamais. Au silence qui suivit, j'ai compris que Jean Weber avait fait une plaisanterie. Est-ce que c'est un film aujourd'hui que les gens aujourd'hui continuent à regarder, Les Incorruptibles, quoi? Je sais pas, je me suis posé la question parce qu'effectivement je l'ai trouvé moins bon en le revoyant cette fois-ci et un peu long. Non mais ça passe pour être le film de Palma, disons, le plus populaire, quoi. C'est celui qui a le mieux marché au box-office en tous les cas. Je pense que Mission Impossible a marché plus encore. Ah d'accord. Mais comme il avait coûté plus cher, je sais pas. Mais disons que pendant longtemps, De Palma disait que c'était son plus gros succès et que en gros ses deux plus gros succès, c'est deux adaptations de séries télé. C'est drôle. Tu vois. Mais aujourd'hui, je sais pas comment, quand tu vois ce qui est devenu le film d'action. Est-ce que les gens trouvent pas ça finalement un peu cheap, un peu old school, tu vois? Je sais pas comment le film est reçu aujourd'hui. En même temps, comme la série télé est aujourd'hui totalement oubliée des générations, ils le prennent comme un film tout simplement. Tu vois, ils pensent plus du tout à la série télé. Non, parce que Mission Impossible, la série télé, le film est très différent, quoi. C'est-à-dire que il n'y avait pas tellement d'action dans les séries télé, quoi. Et puis Phelps, c'était pas le méchant. Phelps, c'était pas le méchant, mais c'était pas des trucs comme avec le train, machin. Il y a très peu d'action. C'est des trucs dans des décors, machin. Oui, ils creusent des tunnels pour arriver. Le mec c'est en train d'écouter des micros, des trucs comme ça, avec des gars qui mettent des masques. Mais physiquement, ils font pas grand-chose, les mecs. Tu vois. Donc c'est ça qui est très différent, quoi, dans l'adaptation. Mais en fait, il te racontait, Mission Impossible aussi, que ça avait été fait parce que tu avais Le Fugitif qui avait cartonné. C'est-à-dire que ça avait remis au goût du jour les adaptations de séries télé et qu'ils en ont développé je ne sais pas combien après, qui ont toutes été souvent des catastrophes. Quand tu vois Chapeau melon et bottes de cuir. Le sein. Enfin, il y en a quand même toute une tripotée qu'on a oubliée aujourd'hui, hein, de choses qui ont été développées comme ça pendant des années et qu'ils ont faites et qui se sont écrasées. Donc c'est quand même pas une formule qui marche à tous les coups, quoi. Non, c'est sûr. Bien, merci mes cinébuddies pour ce voyage dans la pègre de Chicago. On se retrouve très vite pour un nouveau podcast grand écran. En attendant, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de follower et de vous abonner partout où vous écoutez Kinopod. Et voici venue l'heure de dire vos noms et vos phrases signatures, la fameuse catchphrase. Alors on va chaud. Bonjour chez vous. Philippe Sedbon. Here endeth the lesson. Parfait, je fus Jean Weber pour Kinopod, le Al Capone Cast. Et maintenant, vous avez le droit de garder le silence et tout ce que vous podcasterez pourra être retenu contre vous.